Cela fait exactement 4 jours que le chemin de l'école est ouvert aux écoliers de la maternelle, du primaire, aux élèves du secondaire sur l'ensemble du triangle national. Au-delà de toutes les problématiques déjà évoquées sur le plateau du débrief de l'actualité depuis lundi dernier, nous marquons ce soir un temps d'arrêt sur l'organisation des repas des enfants en cette période de rentrée scolaire 2022-2023. Entre bonne volonté et mauvaise habitude, l'avis des experts est sollicité sur ce panel, d'où cette thématique, l'école dans les plats. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le débrief de l'actualité. Et nous apprenons à l'instant le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. L'annonce donc a été faite il y a quelques instants seulement par la famille royale. On fera un tour de table pour évoquer sa mémoire avant d'entrer de plein pied dans le sujet du jour. Actualité oblige. Marcel Simo, docteur, femme politique venant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi, malgré les difficultés, parce qu'on sort du travail, on se dit c'est important, une problématique pareille, c'est d'actualité et je crois que c'est le calvaire de tous les parents. Donc la nécessité ou l'obligation de s'y rendre était primordiale parce que en réalité, depuis ce matin, la communication du RDPC est en deuil, ça vous le savez. Depuis Yaoundé, on a eu le lever de corps d'une de nos communicants de ce côté-là aux environs de 11h et on l'accompagnera à sa dernière demeure samedi dès 11h du côté de Bayanga. D'accord. Courage à vous du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui, il est un habitué de Canal 2 International. Vous le regardez tous les matins dans l'émission Canal Matin. Il est nutritionniste, phytothérapeute. Le docteur Marcel Thiagué. Bonsoir, bienvenue. Lille, bonsoir. Je vais très bien. Dieu merci, ça va. Je profite pour saluer toutes les personnes avec qui je partage le plateau. Merci pour cette invitation et surtout merci pour le thème du jour. Voilà. Je vais dire entre autres débats, discussions et tout ce qui est partagé ici et là, c'est important. Vous l'avez souligné, je suppose, le docteur l'a souligné aussi, de choisir un thème comme celui-là pour aider les parents d'une manière ou d'une autre à choisir sagement, justement, ce avec quoi il faut nourrir les enfants pour que l'année soit réussie à tous les niveaux, tout simplement. Et lui, il est enseignant, il participe également à la réussite de ces enfants-là dans les salles de classe. Il nous vient de Yaoundé, il a effectué le voyage spécialement pour le débrief de l'actualité. Fabrice Hervé Nwanga, enseignant, écrivain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Lille Pidjou, bonsoir à l'ensemble des panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis honoré d'être sur votre plateau. C'est véritablement un coup de sel. Je vais m'y mettre avec beaucoup de pression. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise sur ce plateau. Homme politique, responsable de famille, il nous vient du PCRN, Abdourahmane Fopoura. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes de ce soir. Alors permettez-moi Lille de tirer un coup de chapeau. Tout d'abord, en souhaitant mes sincères condoléances au docteur et à toute sa famille politique, et attirer un coup de chapeau et des encouragements, notamment à l'honorable Cabral Libi, qui a offert près de... Non, on ne peut pas le dire, parce que si vous le dites, je serai obligé d'aller au service commercial. Non, pas du tout. Service commercial Non, on ne fait pas la publicité d'un don offert par... C'est pas un don. Non, s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît, pas du tout. Alors, excusez-moi. D'accord, vraiment, si vous le permettez. Le dire comme ça. On ne fait pas la publicité ou bien les actions humanitaires d'un honorable sur le plateau. Merci de comprendre. Si vous le permettez, voilà. je le comprends. Beaucoup, oui. Et permettez-moi de saluer donc toute ma famille politique. D'accord. Et j'espère que les échanges seront à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Merci beaucoup et merci de comprendre également les exigences de notre boîte. Alors, je commence par vous. La nouvelle vient de tomber il y a quelques instants seulement. La reine Elisabeth II est partie. Elle est décédée à l'âge de 96 ans. Toute la journée, on annonçait des inquiétudes sur sa santé. Finalement, la famille royale annonce son décès. Un souvenir
de cette grande figure anglaise? Alors, voyez-vous, je disais tout à l'heure, vivre jusqu'à cet âge, c'est une grâce et on ne peut que célébrer la vie. C'est une grande dame. Je ne pense pas que dans tout le monde entier, quelqu'un pourrait dire le contraire de cette dame. Puisque cette nouvelle vient d'arriver, ou alors elle vient de tomber, alors nous ne pouvons que souhaiter les sincères condoléances à toute la grande famille britannique et à tout le monde entier, parce qu'elle n'appartenait plus uniquement à ce pays, elle appartenait désormais à tout le monde entier. Et pour le moment, nous ne pouvons que souhaiter les sincères condoléances et beaucoup de courage à la famille britannique. D'accord, Marcel. Elle détient quand même le record de longévité sur le trône britannique. Elle est aimée, admirée à travers le monde entier. Un mot? Oui, il faut le dire. Quelqu'un disait partir, c'est mourir un peu. Mais en même temps, je veux bien qu'on mette un peu l'aspect religieux ici. Elle a été parmi les plus robustes. Parce que si vous avez l'habitude de lire la Bible, on comprendra que même dans la parole de Dieu, il est démontré que les plus robustes vont jusqu'à 80 ans. Donc elle a eu sensiblement 20 autres années de... je vais dire de bonus, moi j'appelle ça de bonus, et c'est une grâce, c'est une bénédiction immense et qui est donnée à ceux qui le méritent. Seule la volonté, Dieu l'a décidé ainsi. Donc maintenant, c'est une femme qui entre dans l'histoire, pas de l'Angleterre seulement, là on l'a dit, mais de tout le monde entier. C'est une femme de poigne, c'est une femme forte, c'est une femme qui a marqué l'histoire de son pays et du monde entier. Donc, la séparation, tout le monde le sait, c'est toujours difficile. On a beau avoir 80, 90, 100 ans, même lorsqu'on n'arrive plus à se mouvoir et que l'on s'en va, ça fait toujours mal à ses proches. Donc, condoléances à toute la famille, à tout le pays et je crois à tout le monde entier quand même. Et il faut dire donc que la reine Elisabeth II est arrivée au trône, c'était un 6 février 1952 à l'âge de 25 ans. Et ces derniers temps, elle avait une santé chancelante et finalement, elle a été mise au repos depuis pratiquement octobre 2021. Et aujourd'hui, après l'arrivée de tous ses enfants, elle regagne l'au-delà. Fabrice, vous qui êtes écrivain, ce sont des pages de l'histoire qui doivent ainsi être inscrite. Oui, effectivement, la reine d'Angleterre, c'était un monument, un vrai monument. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle prend le pouvoir à 25 ans. Ça, c'est inédit pour une femme, connaissant la marginalisation des femmes aujourd'hui, partout. Je crois que c'est une icône à célébrer. La reine d'Angleterre a vécu 96 ans. C'est beaucoup, oui, mais peut-être c'est encore peu, parce qu'il y en a qui traversent ces âges. Mais l'Angleterre vient de perdre une icône. En fait, le royaume d'Angleterre vient de perdre une icône, une grande dame, aimée dans le monde, célébrée. Vous n'avez qu'à voir l'actualité depuis l'annonce de son décès, comment le monde s'ébranle. Et je vous assure que les jours qui vont venir vont encore permettre de connaître que c'était véritablement une femme de poigne qui vient de nous laisser. Et on va se souvenir certainement de ces magnifiques costumes qu'elle arborait avec des couleurs rayonnantes comme on peut l'apercevoir sur ces images. Il y a quelques jours seulement, on l'a aperçue affaiblie et qui tendait la main à la première ministre Liz Truss pour qu'elle forme un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, elle s'en va. Pourtant, on avait prévu de célébrer plus de 70 ans de règne. Marcel, vous l'avez connue certainement. Vous avez lu, vous avez regardé un souvenir que vous gardez de cette grande dame de fer? Je vais juste me souvenir qu'elle a été, on va dire quoi, quelqu'un de très particulier en Angleterre. Un souvenir qui me marque directement, non. Pas un souvenir qui me marque directement, sinon toute sa vie nécessairement. Toute sa vie nécessairement. Et si on doit célébrer quelque chose aujourd'hui, c'est la personne qu'elle a été pour ce merveilleux peuple d'Angleterre. Et l'occasion de souhaiter toutes nos condoléances, il faut préciser à ceux qui vivent directement cette épreuve, c'est le peuple d'Angleterre. Voilà. D'accord. Et on sait justement que la famille britannique a été ébranlée, on le sait, par de nombreux scandales ces derniers mois, des accusations, entre autres. Mais tout ce qui est important aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est de célébrer cette grande dame qui a marqué, qui continuera de marquer l'histoire de notre pays. Vous aurez des éditions spéciales dans le programme, la programmation du Canada International. On reviendra sur la vie de cette grande dame, la reine Elisabeth II, qui est donc décédée il y a quelques instants seulement, selon un tweet de la famille royale. Voilà donc cette partie qui gérait donc cette actualité qui est tombée à l'instant. On va retourner dans les salles de classe au Cameroun puisque l'heure est à l'actualité, à la rentrée scolaire dans les établissements au Cameroun. Alors, je commence par vous, Dr Marcel Tiagué. C'est la rentrée, on a acheté les fournitures, on a acheté tout ce qu'il fallait, mais est-ce qu'on a pensé au repas, selon vous? Année après année, c'est une réalité. On pense à qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble pour que l'enfant puisse aller à l'école, c'est la scolarité. C'est les fournitures scolaires, c'est le choix de l'établissement, c'est très important. Et très souvent, c'est après, je vais dire après qu'on ait géré tout ça, qu'on s'est dit, qu'est-ce que je vais mettre dans le cartable de l'enfant pour qu'il puisse aller à l'école. Il faut préciser, et c'est du fait de l'observation, que ce sont des choix qui ne sont pas toujours faits, je précise, sur la base d'un ensemble de connaissances, mais des choix qui respectent un certain standard. Je vais dire qu'on a dans la société, on sait nécessairement le matin qu'il faut un bout de pain, il faut mettre quelque chose à l'intérieur, si vous voulez du chocolat, du beurre, il faut peut-être une bouteille d'eau, et la plupart du temps, on s'est dit c'est suffisant. Et puis, je me dis qu'il y a une question que la plupart du temps ne se pose pas, est-ce que c'est suffisant pour que l'enfant soit performant? Parce qu'un enfant qui va à l'école, quelque chose qu'il faut souligner ou relever, c'est la performance. Est-ce qu'il sera performant? Parce qu'il va à l'école et des résultats sont attendus. Est-ce qu'on est sûr qu'à côté justement de tous les sacrifices qu'on a fait, je vais dire le choix de l'école, la scolarité, les fournitures, est-ce qu'on a fait d'autres sacrifices justement pour que l'organisme, et ça c'est très important, puisse fonctionner de manière optimale, le cerveau en l'occurrence, pour que cet enfant revienne avec de bonnes notes à la maison? Je crois que c'est quelque chose qu'on ne prend pas toujours très en compte et c'est une réalité qu'il faut souligner. Et on a une maman sur ce plateau. Je suis curieuse de savoir exactement ce qu'elle a fait comme petit déjeuner avant que ces petits bouts de chou ne partent à l'école. Marcel, qu'est-ce qui a été prévu pour le petit déjeuner? Oui, quelqu'un disait déjà, ça tout le monde le sait, ventre affamé n'a point d'oreille, nous le savons tous. Et c'est une situation à laquelle nous sommes tous confrontés. J'ai voulu dire heureusement que le secteur privé, contrairement au secteur public, parce qu'il faut bien qu'on le souligne ici, c'est des problématiques différentes. Et dans les structures privées, on n'a pas cette problématique, c'est-à-dire les parents ont eu un large choix. Je me souviens, ma dernière fille, lorsqu'elle était, parce que heureusement, elle vient de faire ses premiers pas au collège ou au lycée. Donc je me souviens l'année passée quand même, quand elle était en classe terminale de l'école primaire, j'avais la chance de tomber dans une école où il y avait comme on appelle, une cantine. Et puis, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a cette cantine, mais elle n'est pas chargée de donner à manger aux enfants comme elle le veut, comme elle le pense, parce qu'il y a un contrôle de l'IMS, le ministère de la Santé, qui vient de temps en temps vérifier la qualité des repas, le contenu et puis la fréquence au niveau de l'alimentation de nos enfants. Donc du coup, le parent on était simplement obligé de contribuer à une certaine hauteur. Donc ça nous facilitait la tâche, pas besoin d'argent de de beignets pour qu'elle puisse acheter des choses en chemin. Non, elle avait un repas matin, midi, soir dans son établissement. Donc maintenant, pour des parents alors pour les enfants qui sont dans les structures, parce que ce n'est pas toutes les structures privées, il faut également le souligner, qui ont ces cantines-là. Mais si je pars de mon expérience d'enfant, comment je voyais maman faire, elle avait généralement l'habitude de se lever à 4 heures. Maman avait l'habitude de se lever à 4 heures, elle nous fait soit des œufs, elle nous réveille tous, on se lave, on prend déjà une tasse de lait. C'était une obligation pour nous, que tu le veuilles ou non, tu prends une tasse de lait et elle fait des œufs, elle met dans des gamelles ou dans des plastiques, elle emballe. À l'époque, il y avait des gamelles qui ça existait? Non, dans des plastiques, c'est pour ça que j'ai dit plastique. Donc j'ai pris le terme actuel de gamelle. Elle met dans des plastiques noirs, dans des petits nylons noirs, elle emballe et puis elle nous jette dans le sac. Voilà comment nous avons grandi. Donc aujourd'hui, avec nos enfants, je crois que quand je regarde les collègues, c'est le réveil un peu plus tôt. Parce que généralement, personnellement, j'ai toujours déconseillé aux collègues de donner l'argent
l'argent frais, si vous voulez que je dise ça comme ça, de donner l'argent frais aux enfants. D'accord. Ça, je l'ai déconseillé. Donc, on se lève tôt, très tôt le matin, 4 heures, on essaye de tourner quelque chose. Et puis, généralement, l'expérience a montré, ou alors les médecins ont prouvé que lorsque l'enfant prend une tasse de lait le matin avec un petit fruit, ça permet de faciliter. Donc, on a un expert qui nous dira tout à l'heure. Je crois que j'ai eu la chance d'échanger avec plein. Oui, lorsqu'il prend une tasse de lait avec soit une pomme, une banane, il a une sensation de satiété. On verra tout à l'heure avec le docteur Vincent Thiaguet. Mais le temps pour moi de demander à Fabrice Hervé, vous qui êtes enseignant, est-ce que vous avez observé un peu comment les élèves s'alimentent dans votre établissement scolaire? Effectivement, j'ai beaucoup observé comment les élèves s'alimentent au quotidien dans beaucoup d'établissements, pas seulement le mien, mais bon, beaucoup d'établissements scolaires. Et tout dépend des parents, de comment ils s'organisent. C'est chaque parent qui organise l'alimentation de son enfant à l'école. Vous avez constaté quoi? Il y en a qui choisissent de mettre le goûter dans le sac. Il y en a qui préfèrent, comme disait la dame tout à l'heure, mais elle le déconseille, donner une pièce d'argent pour qu'il puisse se nourrir à l'école, c'est vrai. Parlez au micro, s'il vous plaît. Pardon, c'est tellement dangereux par rapport à ce qu'elle vient de dire, parce que quand l'enfant est habitué à toucher de l'argent, effectivement, il s'habitue à le manipuler, ce n'est plus très bien. Et il y en a qui préfèrent maintenant se nourrir sur place à l'école, à travers même leurs propres camarades de classe. Parce qu'il faut le dire, et je vous parle à témoin parce que je suis un enseignant. Sur place, il y en a qui n'ont même pas la possibilité, pendant les récréations, d'avoir de quoi manger, obligés parfois de venir rôder autour de vos bureaux, autour des salles d'enseignants pour avoir de quoi manger. Donc, c'est une problématique très difficile parce que sachez qu'un enfant qui n'a pas véritablement mangé, ou bien qui est en situation de classe et enfin, vous perdez carrément du temps à l'enseigner parce qu'il n'est pas concentré à vous écouter. Donc, c'est une problématique qui mérite d'être mise sur pied de telle sorte que lorsque l'enfant arrive à l'école, il est le ventre pas bourré, mais suffisamment prêt pour consommer le cours qu'on va lui donner. Abdourahmane, on a vu dans les préparatifs des rentrées scolaires, sur les chaînes de télévision et même sur le terrain, tout le monde est en mode j'achète le cahier, mais on n'a pas vu un parent avec une liste d'aliments. J'achète des choux, j'achète des papayes, j'achète du riz, des patates, des haricots pour gérer l'alimentation de l'enfant pendant cette période de rentrée scolaire, comme si ce volet-là n'était pas important. Avant d'y arriver à votre question, je voulais déjà préciser qu'en réalité, côté nutritionnel, dans nos établissements, il faut faire le distinguo. Il y a pratiquement deux types de cantines, notamment dans nos établissements. Il y a des établissements qui font des types de cantines prépayées, ce qu'on appelle encore les réfectoires prépayés. Je suppose que c'est dans cette catégorie que les enfants du docteur se trouvent, c'est-à-dire ceux dont les parents payent en avance et que l'alimentation est contrôlée, et les menus sont su en avance et tout y est. Et il y a donc ce second type-là qui est une cantine indépendante où on peut trouver une diversité de menus. On a du mal parfois à contrôler cela et il faut également remarquer que c'est souvent dans des établissements un peu moins luxueux que la première, notamment où les enfants du docteur y vont. Mais ce que je voulais dire, c'est que en principe, ce qu'il faut remarquer également, c'est que c'est pas tous les parents qui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants, notamment dans ce type d'établissement où on peut faire le choix, on peut contrôler l'alimentation et autres. Donc, du moins, ça devient difficile et compliqué. Donc, notamment, vous allez également remarquer, parce que vous dites que nous avons vécu ou alors nous avons réalisé que les parents achetaient les cahiers, préparaient la rentrée et autres. Alors, il faut également savoir que nous connaissons comment la majorité des parents font pour envoyer les enfants à l'école en début d'année. Il y en a qui se font dans les crédits scolaires, il y en a qui vont avec des prêts de tontine. Et puis, vous voyez que côté alimentaire, ce n'est pas la priorité parce qu'il faut déjà trouver de quoi envoyer l'enfant à l'école, il faut déjà trouver de quoi payer les cahiers. Ensuite, vous allez donc voir les parents qui se battent avec ce qu'ils ont pour que les enfants puissent manger au quotidien. Donc, on ne peut pas parler alimentation comme si tous les parents avaient le choix.
il faut déjà commencer à savoir est-ce que le parent a le choix de savoir ce que l'enfant doit manger ou ce qu'il ne devrait pas manger. Alors je ne pense pas que notre société aujourd'hui a déjà atteint ce niveau-là. On a déjà des problèmes basiques pour que chaque parent puisse atteindre un certain nombre d'objectifs avant d'y penser et avoir le choix de savoir ce que l'enfant doit manger ou il ne doit pas manger. C'est une question de santé alimentaire. Nous parlons sous le contrôle du spécialiste qui est là et c'est ce qui est justement à décrier. Il faudrait que, notamment dans ces établissements où les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour avoir la même mise sur ce que leurs enfants vont manger là-bas, et puis à ce niveau-là, nous pouvons au moins évoquer dans la responsabilité, puisque dans la majeure partie de ces établissements, ce sont les établissements publics où il y a une certaine indépendance des cantines. La majorité, je dis bien. Donc, dans ce coup, puisque ce sont les établissements publics, c'est où nous évoquons donc la responsabilité de l'État qui gère ces établissements-là. Si les parents sont incapables de le faire, ils devraient donc prendre leurs responsabilités et se rassurer que, puisque c'est une question également de santé publique, se rassurer que ce que les enfants mangent dans ces établissements-là doivent être contrôlés. Donc voilà à peu près dans quel contexte aujourd'hui la société camerounaise, côté éducatif et nutritionnel, se retrouve. D'accord, docteur Marcel Thiagué, il y a justement ce contexte économique morose. Les parents font des pieds et des mains pour inscrire leurs enfants dans une école. Pourquoi ne pas faire des pieds et des mains aussi pour alimenter? On a l'habitude de dire chez nous que c'est le ventre qui porte la tête. Pourquoi ne pas aussi se battre pour que ce volet-là soit au minimum respecté? Si on souhaite que l'enfant puisse aller à l'école, écouter ce que l'enseignant a à dire et pouvoir atteindre le résultat escompté. Lille, merci pour la question. Je crois que c'est entièrement lié à ce que je vais appeler la conscience. Est-ce qu'on est suffisamment conscient qu'il existe un lien assez direct entre la nutrition de l'enfant et ses performances à l'école? Je crois que c'est une question que la plupart du temps on ne pose pas. On se dit que acquérir le savoir va de soi. Ça veut dire qu'il suffit juste de s'asseoir dans une salle de classe, recevoir un cours ou du moins être enseigné et puis du coup devenir très intelligent. Je crois qu'à partir du moment où chaque parent, je vais dire, arrive à cette étape où il établit le lien, et je précise encore, c'est un lien très direct, et qui existe entre la manière ou du moins les aliments qu'on donne à l'enfant et sa performance à l'école. Je crois qu'à côté des sacrifices, vous n'arrêtez pas de le souligner, qu'on fait pour envoyer cet enfant à l'école, on fera aussi d'autres justement pour nourrir cet enfant de manière adéquate, afin justement que celui-ci, bien nourri, puisse à l'école, je vais dire, avec beaucoup de liberté. Ça, c'est très important, parce qu'un enfant qui a faim, pendant qu'on donne des cours, un enfant qui se pose les questions de type « qu'est-ce que je vais manger quand je vais rentrer à la maison ?» Vous pouvez être sûr que les autres sont concentrés et lui pas. On est d'accord avec ça, voilà. Et puis, vous avez parlé de la situation économique et morose. Je ne vais pas entrer là-dedans, c'est une réalité nécessairement. La plupart du temps, je crois, c'est plus lié aussi à la connaissance. Vous savez, chaque fois qu'on dit « bien manger », on pense aux riches, on pense à ceux qui ont suffisamment de moyens et on ne réalise pas qu'en fait, bien manger n'a rien à voir avec l'argent, mais a tout à voir avec la connaissance que vous avez de la nutrition. Rien à voir avec l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, très naturellement, les parents qui pensent ne pas avoir grand-chose ne font pas plus d'efforts que ça pour choisir, et c'est très important, qu'est-ce qu'on va donner à l'enfant. Vous allez être choqué que parfois, ce qui est utile, ou du moins utile pour l'enfant, est, je vais dire, à portée de main, est même accessible sur le plan financier. Mais le parent n'a pas conscience que, tiens, voici ce qu'il faut pour mon enfant, et ce qu'il faut que je donne nécessairement pour que celui-ci, je précise encore, ait toute la possibilité à l'école de rester concentré, de rester assez attentif. Puisqu'on a la chance de vous avoir, on va faire l'esquisse de façon concrète. C'est-à-dire qu'un enfant d'une famille moyenne devrait manger quoi? Devrait avoir quoi au petit déjeuner, au déjeuner, pendant cette période de rentrée scolaire pour être sûr qu'il sera équilibré à l'école? Je crois qu'avant d'arriver à cette étape, il faut considérer trois choses. Quand on dit enfance, c'est le mot qu'on utilise, c'est quelqu'un qui doit grandir. Il doit grandir. Ça veut dire que dans les choix qui vont être faits, il faudra qu'on prenne en compte le fait que cet enfant, et quand je parle de grandir, c'est en taille nécessairement. Voilà. Donc il faudra, dans les choix qu'on va faire, qu'on prenne en compte le fait que cet enfant va grandir. À côté, il ne faut pas oublier que l'enfant qui va à l'école va utiliser son cerveau. Et le cerveau est le premier consommateur d'énergie de notre organisme. Vous vous imaginez que s'il n'y en a pas
pas suffisamment dans le ventre, j'ai peur que certaines connexions ne soient pas évidentes dans le cerveau de cet enfant. Ça veut donc dire que la deuxième chose à considérer lorsqu'on va choisir les aliments à donner à cet enfant, c'est qu'est-ce qui sera utile sur le plan énergétique. Et il y a une... Non, on va y arriver. Permettez que je pose la fondation. Et puis, il y a une troisième chose qu'il faudra considérer, c'est que pour que cet enfant soit régulier à l'école, il faut qu'il reste en bonne santé. Et nécessairement, à côté de tenir compte du fait qu'il doit grandir, de tenir compte du fait nécessairement qu'il a besoin d'énergie, il faudra qu'on assure sa santé. Maintenant, parlons, si vous voulez, du fait qu'il doit grandir. On sait, je vais dire, ayant fait biologie à l'école, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je crois que... Voilà. Ayant fait biologie à l'école, on sait naturellement que pour qu'un enfant grandisse, il a besoin des bâtisseurs, nécessairement. Très rapidement, sans rester dans les mots techniques, il lui faudra des protéines pour bâtir ses muscles. Il lui faudra, on va dire quoi, du calcium pour bâtir ses os, parce que les os doivent se solidifier. Non, je voudrais justement qu'on aille terre à terre. Parce que celui qui nous regarde à la maison a besoin de dire, OK, le riz, la patate, l'igname, le lait, c'est vraiment ce dont on a besoin ici. Vous savez, pour des protéines, tout le monde est perdu. Non, pas tout le monde nécessairement. Pas tout le monde. Pour construire, il faut poser des fondations, c'est très important. Vous permettez, je pose des fondations parce que je construis mieux. Juste qu'on n'a pas beaucoup de temps. OK, d'accord, merci. Oui. Voilà. Alors, quand je parle de protéines, qu'est-ce qu'on a d'assez accessible, je vais dire, en termes de protéines au Cameroun? Est-ce que vous avez conscience que, contrairement aux haricots, les arachides sont accessibles? Je vais dire, c'est combien le verre de haricots? 250. 250, c'est combien le verre d'arachide? 200, c'est toujours la même chose parce que ça a augmenté. Bon, haricots, c'est 150 et puis arachide, 250. Pour les derniers prix sur le marché, avec l'inflation, vraiment tout le monde est à plus de 250 francs. OK, d'accord. On reste sur les protéines accessibles, d'accord? Il y a l'arachide, il y a le haricot, qui sont des protéines accessibles. Il n'est pas question pour vous le matin de faire une sauce d'arachide. Il est question pour vous de trouver du temps le week-end et d'apprêter une pâte d'arachide. Moi, j'ai fait le petit séminaire. Et vous allez être choqués de savoir que l'élément qu'on utilisait pour charger notre pain, à l'époque, c'était un peu le cas, c'était la pâte d'arachide que la plupart des ménages n'utilisent pas aujourd'hui, ou n'utilisent plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons grandi avec. Avec ça, nécessairement. Et puis, je vais me revenir sur quelque chose que vous soulignez, docteur. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, il y a la pâte d'arachide que vous pouvez prendre le temps le week-end pour constituer à la maison. Et vous êtes sûr qu'avec ça, durant la semaine, vous chargez soit le pain de l'enfant ou vous accompagnez avec un autre complément, et je vais donner la raison tout à l'heure. À côté de la pâte d'arachide, j'ai parlé du haricot que vous pouvez préparer pour 2 jours. Tout dépend de comment est-ce que vous conservez. Et quand c'est fait ou quand c'est terminé, vous passez à un autre élément. Maintenant, ça, c'est 2 protéines que je cite rapidement, comme ça. Je vais dire aux éléments qui peuvent permettre à l'enfant de grandir. Tout à l'heure, le docteur parlait du lait. Vous allez être choqués et beaucoup ne se rendent pas compte. Il y a un aliment disponible dans la nature qu'on appelle le sésame. Est-ce que vous savez qu'une poignée de sésame vous donne autant de calcium que dans 7 verres de lait? Ça veut dire que si vous alignez 7 verres de lait, vous prenez une poignée de sésame, vous avez sensiblement la même quantité de calcium avec un avantage. C'est que le sésame a du calcium naturel qui se fixe plus facilement et plus rapidement dans l'organisme. Alors, vous vous rendez donc compte qu'un parent peut prendre un week-end, trouver une belle recette de caramel de sésame, comme on dit, constituer justement, ou du moins faire ces caramels qu'on va donner le matin à l'enfant pour dire, tiens, voici ta dose de calcium, parce que le lait n'est pas toujours et nécessairement accessible par tous les parents. D'accord, merci pour ces explications-là. On comprend donc que la rentrée scolaire, c'est un moment clé. La rentrée se joue à domicile. Oui, ça se joue, ça commence même à domicile, je vais dire ça comme ça. Je vais simplement rajouter un petit élément qu'a dit le docteur parlant de la pâte d'arachide pour les parents et leur dire que c'est heureusement un repas qui ne nécessite pas une conservation particulière. Une fois vous l'aviez fait, vous déposez là un coin de la maison et je vous assure, il fera jusqu'à 1 année. Ça, je vous le dis, jusqu'à 1 année, il ne changera pas. C'est pas faux. Vous n'aurez pas besoin de le chauffer, de monter, il ne se transformera pas. Donc, c'est très facile pour les enfants. Je reviens sur un élément lorsqu'on parlait des écoles publiques et des écoles privées. C'est pas le heureusement, oui. Non. Sur le repas, sur les cantines. Okay. C'est la même chose. Et je voudrais déconstruire cette idée-là, parce que c'est l'idée que nous démontrons souvent aux parents. L'école privée, ou alors ça, des cantines pour des riches, et puis le public, non.
Dans les écoles publiques, il y a ce qu'on appelle l'IMS, inspection médico-scolaire. Je crois le docteur sait de quoi je parle, qui contrôle la qualité des repas. C'est parce que c'est une école publique que vous pensez que n'importe qui viendra vendre du repas là-bas. Non. Dans les écoles publiques, ceux qui vendent ont une autorisation et il y a un ensemble de respect de vaccins qu'ils ont administrés avant de se retrouver là-bas pour vendre. Maintenant, la seule différence qu'on va observer avec ces écoles, entre ces écoles publiques et ces écoles privées, c'est que les écoles publiques vont généralement vous vendre des repas comme des pains, pâtes arachides, haricots, quelques œufs, donc des trucs assez simples. Contrairement aux structures privées qui vous feront des repas entre guillemets complets, c'est-à-dire entrée, résistance, dessert et tout ce qui va avec. Voilà la seule différence. Mais le contrôle ou la qualité du repas donné aux enfants, vraiment, il y a un contrôle excellent à ce niveau. Ça, je peux le dire. Il y a un contrôle sérieux à ce niveau. D'accord. On ne va pas rester là-dessus, on va évoluer dans le débat. Ce n'est pas un ping-pong entre vous, on va évoluer dans le débat. Fabrice Hervé, vous qui êtes justement sur le terrain, est-ce que toutes ces mesures-là sont respectées pour favoriser une bonne alimentation, surtout que maintenant, on parle de choléra. Il y a eu aussi une polémique de beignets haricots qu'on a connue il y a quelques semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, cela a un impact sur ce qui est proposé dans les établissements? Moi, je suis très amusé lorsque vous parlez de beignets haricots, le fameux docteur BBH et sa formule de beignets toxiques a tué beaucoup de choses autour de nous. Et pour revenir à votre question, j'ai envie de vous dire, les cantines scolaires, je ne sais même pas de quelle cantine scolaire on parle même au Camerounais, parce que moi je suis sur le terrain, beaucoup d'écoles fonctionnent dans une espèce d'amateurisme lorsqu'il s'agit de se nourrir. Beaucoup d'écoles n'ont aucunement pas de cantine scolaire. Les cantines scolaires, c'est des rêves, c'est des supputations dans les têtes des gens. Certes, il y a un ensemble de règles dans certains établissements scolaires pour pouvoir faire nourrir les enfants qui ne sont parfois pas respectées parce que c'est beaucoup d'amateurisme, beaucoup de favoritisme. On choisit ses amis au quartier pour venir vendre de la nourriture aux enfants et autres. Encore qu'il faut trouver de la nourriture à vendre. Beaucoup parlent ici de manger, de céréales, machin truc. Est-ce qu'ils savent qu'en zone rurale, on vient à l'école avec du bâton de manioc, avec les restes de nourriture qu'on a mangé la veille. Et on a le tapioca et autres. Vous retrouvez dans des valeurs nutritives. Je suis d'accord, mais vous retrouvez en salle de classe, avec des enfants avec des plats de nourriture qui dorment, qui ne réfléchissent plus, qui sont fatigués parce que pour manger, c'est un peu très difficile. Et il a dit tout à l'heure, beaucoup, lorsqu'ils rentrent même à la maison, ne sont même pas sûrs de manger. Donc, c'est pendant qu'ils sont encore sur le chemin du retour qu'ils pensent qu'il faut aller encore chercher de quoi manger. C'est une crise réelle, l'alimentation en milieu scolaire. Et je voudrais vous dire, il faut véritablement prendre les taureaux par le corne parce que ce qui se fait dans beaucoup d'établissements est juste alarmant. Et est-ce que la réglementation, même lorsque ces cantines existent, est-ce que la réglementation existe? C'est vrai, il y a un protocole de documents à remplir et autres, mais vous connaissez, nous sommes dans un contexte camerounais où on se fait fabriquer les documents n'importe où. Ce n'est pas toujours on a d'ailleurs rattrapé certains avec justement des documents falsifiés fabriqués dans les sous-quartiers. Voilà. Et évidemment, c'est compliqué. Moi, je voudrais dire, déjà, pour se nourrir, c'est assez compliqué. Pour acheter les fournitures scolaires, c'est assez compliqué. Et lorsque vous imposez encore aux parents une certaine façon de se nourrir et de nourrir leurs enfants, c'est la catastrophe. Donc, la solution, peut-être le nutritionniste va nous dire tout à l'heure la solution, mais je pense que chaque parent s'organise autant qu'il peut pour pouvoir nourrir ses enfants et que lorsqu'ils vont à l'école, ils soient capables de réfléchir. Mais un enfant qui a faim, vous perdez votre temps, ne comprendra rien à l'école. C'est justement parce que l'enfant ne comprendra rien à l'école qu'il faudra faire des efforts comme on le fait pour qu'il se retrouve dans une salle de classe, pour qu'il se retrouve avec une fourniture scolaire, parce que l'alimentation, on l'a dit, joue un rôle important dans la vie de l'élève. Pourquoi l'ignorer? Pourquoi trouver des excuses aux parents qui ne souhaiteraient pas mettre l'accent ou bien faire un peu plus d'efforts dans cette alimentation-là au regard de ce qui a été expliqué ici, Abdourahmane?
Oui, Lille, je suis un peu amusé, mais je comprends qu'il y ait peut-être une certaine solidarité féminine quand vous parlez de ping-pong. Mais ce que je veux dire, en fait, j'ai d'abord envie de savoir et me rassurer si le docteur Simo vit au Cameroun. Parce que j'ai l'impression qu'elle nous parle d'une histoire ou alors d'un pays autre que le Cameroun, où on nous dit, j'ai l'impression qu'on ne sait pas, nous ne savons pas où les établissements scolaires se trouvent au Cameroun, ou alors nous ne sommes pas passés par là. Quand on nous parle de contrôle et autres. C'est pour ça que je vais circonstruire ça tout à l'heure. Vraiment, ne faisons pas comme si c'est une chose qui n'est pas réelle. C'est la réalité au Cameroun. Il faut avoir un certain nombre de moyens pour que ton enfant se retrouve où il y aura tous ces contrôles-là. Aujourd'hui, le Camerounais lambda, ou alors les Camerounais dans leur grande majorité, n'ont pas la possibilité d'atteindre à ce niveau, ou alors d'atteindre ce niveau-là. Et la majorité d'entre eux vivent au jour le jour. Vous voyez des parents, quand ils rentrent même le soir, ils ne savent pas ce que les enfants vont manger le matin en allant à l'école. Donc, et c'est pour ça que j'évoquais ici une certaine responsabilité de l'État qui doit reprendre ce côté-là, qui ne doit pas oublier ce palier en pensant que non, voilà un enseignant, voilà un nutritionniste qui pense qu'un enfant qui n'a pas mangé, c'est un enfant où on perd du temps à l'enseigner. Donc, quand vous dites, la question était tout à l'heure à savoir si les parents qui s'occupent uniquement à envoyer les enfants à l'école, on ne les trouvait pas des excuses quand ils oubliaient le côté alimentaire. Mais je dis que ce n'est pas des excuses. Est-ce que vous savez que même cette année, parlant d'envoyer les enfants à l'école, il y a des parents qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas eu les moyens. Donc je ne vois pas de parents qui a la possibilité de nourrir correctement son enfant et qui ne le fera pas. Mais j'ai aussi dit, ça n'existe pas du tout, parce que c'est ton enfant. Donc, ce que chaque parent souhaiterait pour son enfant, c'est une très bonne alimentation et une très bonne éducation. Donc, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, les parents sont dans l'optique où, vraiment, côté nutritionnel ou alors côté alimentaire, on peut se battre le jour et trouver de quoi manger. C'est qu'ils sortent, on mange. Mais par contre, ils sont dans la précipitation de d'abord envoyer ses enfants à l'école, il faut les moyens, il faut payer la scolarité, il faut payer les cahiers. En sachant que donc, maintenant, le jour, c'est qu'on trouve les enfants. On peut réchauffer la nourriture. Maintenant, voilà. Mais à ce niveau-là, où est donc ce contrôle? On nous parle d'un certain nombre de contrôles dans les écoles publiques. Je voulais dire ici, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir dans la rue, vous renseigner chez 10 Camerounais s'il faille faire le choix entre un établissement public et un établissement privé. Côté responsabilité et je voulais dire la manière dont on s'occupe d'un enfant à l'école. Mais je veux dire 9 sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, vont vous dire que dans les établissements privés, il y a plus de suivi que dans les établissements publics. Pourtant, ça devrait être le contraire. Parce qu'aujourd'hui, l'État est celui qui s'occupe de ces établissements publics. Il devrait se battre en sorte que les Camerounais puissent se ruer plutôt dans les établissements publics. Mais c'est tout à fait le contraire. Donc c'est pour ça que nous disons aujourd'hui que ce pas et ce palier qui est un élément essentiel pour la société, parce qu'aujourd'hui vous avez des enfants qui rentrent du jour au lendemain, ils tombent malades, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il y a une chose, il faut exposer ce niveau d'insalubrité dans les établissements privés et même dans les établissements publics et même privés. Parce qu'aujourd'hui, vous allez arriver dans les établissements, vous voyez des plateaux de beignets exposés à l'air nu et les enfants sortent, ils viennent, ils mangent. On ne sait pas rassurer s'ils ont lavé les mains, on ne sait pas rassurer si les mouches sont là-dessus, on ne se rassure pas à côté de quoi on a posé ces plateaux de beignets. Je me pose bien la question, à ce moment où ces plateaux de beignets sont là, où est celui qui doit donc venir faire le contrôle dont nous fait pas le docteur Simo? Donc je vous dis, c'est un problème réel dans notre société aujourd'hui. Si nos échanges de ce soir peuvent permettre en sorte que nos dirigeants pensent là-dessus et soient plus rigoureux. Et ils vont vraiment, notamment dans ces établissements, et veiller en sorte que toutes ces histoires-là soient vraiment contrôlées pour le bien-être de nos petits-enfants. Vraiment, je pense que ça serait l'idéal. Alors, Marcel Thiagué, il y a des internautes qui voudraient votre réaction. Est-ce qu'un enfant doit aller à l'école avec le beignet haricots bouillis? Au regard de tout ce qui a été dit, du coup, les parents ont un peu levé le pied. Vous qui êtes nutritionniste, votre parole compte ce soir. C'est vrai, une question, je vais dire, assez compliquée pour moi. Je crois avoir trouvé la possibilité une fois sur le plateau de Canal Matin de me prononcer dessus. Une fois encore, vous êtes en présence d'un aliment qui entre, ou du moins, qui trouve toute sa place dans ce que je vais appeler le patrimoine culinaire camerounais et même africain à la base. Vous savez, quand vous êtes en bonne santé, Lille,
vous pouvez tout vous permettre nécessairement. Et nous sommes juste en face, et parfois, je vais dire quoi, dans le cadre professionnel, en face des patients à qui, si vous prescrivez, je vais dire, cette combinaison d'aliments, comme petit déjeuner le matin, vous êtes sûr que sur une certaine période, le patient revient avec des paramètres que vous aurez du mal à maîtriser. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Oui. Je ne vais pas ici et profiter de l'occasion pour dire un certain nombre de choses en ce qui concerne le BHB. Vous pensez être en bonne santé, vous avez peut-être l'impression que c'est le choix qui convient pour vous, ben allez-y. Mais moi, je dis une chose, et c'est très important, il faut rester dans la logique des choix sains en ce qui concerne votre nutrition et celle de vos enfants. Voilà. J'ai écouté, je vais dire, ceux qui partagent le plateau avec moi, des choses très intéressantes, en tout cas sont dites ici et là. Je ne vais pas entrer dans le débat de qui contrôle quoi, qui ne contrôle pas quoi. Je voudrais surtout rester, je vais dire, merci beaucoup, voilà, c'est très important. Docteur Simo, tout à l'heure, homonyme d'ailleurs, docteur Marcel aussi, a dit quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai qu'elle est juste passée assez rapidement dessus. Elle a dit, à l'époque, avant, je vais dire, je paraphrase un peu, hein, voilà, c'est qu'on faisait avant. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la société, par le moyen de la publicité et tout le reste, nous a imposé un certain nombre d'habitudes qui pèsent, je vais dire, en tout cas dans le porte-monnaie, si vous voulez, des parents. Je ne sais pas quel âge a Dr Sibo ou je vais dire quoi, M. Abdourahmane juste à côté de moi. En tout cas, je vais prendre mon cas. Je n'ai pas grandi au pain, je n'ai pas grandi au lait. Est-ce que je suis nain? Non. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Je salue mes parents d'ailleurs, ma mère, je ne sais pas si elle regarde, mais une chose que je peux remarquer du temps de mon enfance, c'est qu'on nous donnait des repas pour aller à l'école avec. Donc vous conseillez qu'on remette le pilier dans la boîte de beurre? Non, ne concluez pas très vite pour moi. Je vous pose la question pour relancer. Merci, ne concluez pas très vite s'il vous plaît. Je vous ai dit, pour construire, il faut poser des fondations. Alors, on nous mettait des repas, je vais dire, dans du plastique à l'époque, c'était le cas. Voilà. Et puis on arrivait à l'école, je me souviens, avec des amis, on avait comme une sorte de petite réunion entre nous, chacun venait avec sa part, et puis on mettait, je vais dire, pendant la récréation, exposition si vous voulez, et puis on mangeait. Et c'est comme ça que nous avons grandi. Ça, c'est assez particulier. Et vous pouvez être sûr, nos parents n'avaient pas le type de salaire qu'ont certains parents aujourd'hui. Mais nous avons mangé comme ça, nous sommes restés en bonne santé et nous avons grandi. Et la réalité, c'est laquelle? C'est qu'il faut que chaque parent ait conscience qu'il n'est pas écrit nécessairement quelque part que le petit déjeuner devrait être exactement ci ou ça. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que c'est à partir de là que les problèmes naissent. Parce que du coup, le parent qui le matin n'aura pas 100 francs, 150 pour le pain de l'enfant, aura l'impression de ne rien avoir du tout pour cet enfant, sans se rendre compte qu'à la cuisine, il y a 2-3 choses qu'on peut mélanger, je ne sais pas si on se comprend, pour que cet enfant se rende à l'école. Donc je dis, si on veut, je vais dire, trouver une voie en ce qui concerne l'alimentation des enfants, il faut déjà qu'on se désolidarise des standards de la société, parce que le problème est à ce niveau. Et se désolidariser, va supposer un travail de sensibilisation, d'éducation de ces enfants. Ça veut dire que vous êtes parents, vous devez discuter avec vos enfants de leur nutrition, de sorte que les choix qui sont faits soient, je vais dire, acceptés par ceux-ci. Pour terminer. D'accord, pour terminer. Parce que le problème est lequel? Vous décidez que pour un enfant le matin, un peu de haricots avec du plantain mûr dans sa gamelle, c'est ce qu'il lui faut pour manger, ce qui est d'ailleurs idéal, je ne sais pas si on se comprend. Il arrive à l'école et se rend compte qu'un autre parent a donné, je vais dire, aux camarades, du poulet, du pain chargé avec je ne sais pas trop quoi. Et puis, l'enfant a honte de sortir sa gamelle de son sac. Parce qu'il a l'impression que, je suis un villageois. Pendant que les autres mangent du pain chargé avec je ne sais pas trop quoi, moi j'ai du haricot avec du plantain. Mais pourquoi l'enfant va se comporter comme ça? C'est parce que vous ne lui avez pas dit que ce qu'il a est meilleur. Vous ne lui avez pas dit. Merci pour cette belle notion. Fabrice, vous qui êtes spécialisé dans des questions d'éducation au Cameroun, vous avez d'ailleurs un magazine éducatif. Est-ce que vous pensez à ce volet-là? Parce que quand on regarde ce qui a été dit sur ce plateau jusqu'à présent, on comprend qu'il est important, au-delà des autres points, de véritablement travailler pour que cet enfant soit équilibré et bien dans sa tête, dans son ventre.
Merci Lille, merci d'évoquer mon magazine. C'est un magazine que je vais bientôt lancer, Éducatude, qui va justement traiter des questions d'éducation au Cameroun. Et comme la problématique de l'alimentation fait partie des questions d'éducation, nous aborderons le sujet, peut-être dans une thématique antérieure. Mais ce que je voudrais dire et reposer ici comme problème de nutrition à l'école, c'est un problème fondamental qui concerne beaucoup plus l'État qui crée ces établissements scolaires. Moi, je parle du public que je connais. Le privé, c'est un gros business où les gens viennent créer se faire leur argent. Et du coup, vous vous retrouvez en train de payer des millions de francs. Voilà. Et lorsqu'on donne des millions pour s'inscrire dans un établissement public-privé, je suis convaincu qu'à l'intérieur de ces millions, il y a de quoi se nourrir. Mais pensez à cette population qui fréquente dans les établissements publics, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller payer ces sommes faramineuses. C'est vrai que même le public, c'est devenu presque le privé. Les sommes qu'on y paye sont extrêmement étonnantes. Bon, c'est pas là le débat. Mais les problématiques de la nutrition doivent être posées sur la table. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un enfant vient à l'école, il doit être suffisamment bien nourri pour pouvoir suivre le cours. Lorsqu'il est bien nourri, le nutritionniste l'a dit tout à l'heure, il a l'esprit ouvert, éveillé et il est capable de suivre votre cours durant toute la journée. Lorsqu'il prend sa pause et qu'à côté de lui, il y a des enfants qui mangent et que lui n'a rien à manger, il est susceptible d'être frustré pendant toute la durée de sa présence à l'établissement scolaire. Autre chose, les enfants sont compliqué sur le plan de l'alimentation. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit leur imposer X, Y pour manger le matin. Lorsque vous avez bien nourri votre enfant le matin, je suis sûr qu'il peut tenir toute une journée. Et remarquez que les enfants se réveillent de plus en plus tôt. 5h30. Faut-il le décrier ? Oui, il faut un peu le décrier, c'est vrai. Parce que l'enfant a un cognitif qui ne fonctionne pas comme celui d'un adulte, le réveil à des heures. Le médecin a dit sur un reportage sur Canal 2 qu'il faudrait 10 heures de sommeil. Donc s'il dort tôt, il peut se réveiller. Voilà, et un peu tôt aussi. Là aussi n'est pas le débat. Donc ça fait que s'il mange bien le matin, je vous assure qu'il peut tenir. Et quelqu'un disait, je crois que c'était toujours un médecin qui le disait, le petit déjeuner est le repas le plus consistant qu'il faut prendre le matin. Lorsque vous avez bien mangé le matin, je suis sûr que vous allez passer une très bonne journée à ne pas avoir de soucis. Alors, j'interpelle ici ceux qui sont en charge de ces questions d'alimentation dans les écoles, de contrôler d'abord la qualité de ces alimentations. C'est vrai, avec l'arrivée du Covid-19, le choléra, le Covid même est venu nous apprendre à laver les mains. Avant, on ne savait pas le faire peut-être. Le Covid est venu nous apprendre à laver les mains. Il faut intensifier le contrôle de ce que les enfants mangent à l'école. Parce que je vous assure, un enfant qui est mal nourri à l'école, l'établissement scolaire peut en pâtir, parce que imaginez-vous qu'il a mangé des beignets intoxiqués, une nourriture qui n'est pas bien préparée, des huiles fades, des huiles d'origine controversée. Et moi, j'ai toujours enseigné en zone rurale. Là-bas, on ne connaît pas le pain, on ne connaît pas le haricot, les œufs. On ne connaît pas les œufs. On mange ce qui est là, ce qu'on voit. On cueille même parfois. Moi, à l'école avec le filet. Voilà. On cueille. Le couscous, on cueille même parfois. Je mettais ça dans la boîte à beurre et puis j'allais à l'école. On cueille même parfois des fruits. Sur les arbres des établissements, des cerises qui poussent au travers de l'école, peut-être pour se nourrir. Donc c'est une question très compliquée. L'État doit prendre le problème à bras le corps, le ministère de la Santé, contrôler ce qui se fait sur le terrain, le ministère en charge des enseignements secondaires, voir ce qui se passe concrètement, qui est habilité à vendre la nourriture dans un établissement scolaire, que les chefs d'établissement veillent et qu'ils n'attribuent pas les autorisations de vente de nourriture, les autorisations de vente de nourriture de façon aléatoire, parce que la nourriture, c'est la chose qui peut facilement vous emporter lorsque vous avez mal mangé. Voilà, et je voudrais justement rappeler à Marcel que le gouverneur de la région du littoral a fait une tournée dans son unité de commandement et on a constaté justement qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient en termes d'infrastructures, en termes de disponibilité de cantines, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer pour le bien-être de l'enfant. Et
et il a interpellé justement les responsables de pouvoir se pencher là-dessus pour que l'enfant qui se retrouve dans ces différents établissements scolaires puisse avoir une vie normale. Ce sont des réalités qui sont sur le terrain qu'on ne peut pas ignorer. Donc il est important aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme pour qu'un accent soit mis, surtout si on prend le littoral avec le choléra. C'est vraiment important de mettre un accent dessus. Oui, j'ai pas envie de dire, de rappeler aux téléspectateurs que tournée à laquelle j'ai parfaitement assisté pendant 3 jours, ça je vais vous le dire. Mais je suis un peu très mal à l'aise lorsqu'on parle des questions aussi importantes et on l'attribue très rapidement ou très facilement à l'État. Au point où un confrère veut démontrer que ce que Dr Simo, que je suis en train de rêver, j'ai pas envie de dire rêvasser, non. Simplement, et c'est le problème que j'ai souvent avec les hommes politiques, lorsqu'on a des questions sociales aussi importantes, au lieu de donner des petits conseils aux parents, au lieu de dire, ou alors de ressortir la responsabilité parentale, il n'y a pas que le parent qui est responsable. Je vous en prie, permettez, dirigé par des pouvoirs publics qui sont interpellés pour ça. Nous parlons de l'éducation. Et qui gère l'éducation au Cameroun? Allons doucement. Vous ne pouvez pas me dire que l'État, déjà, ayant construit des écoles, va encore vous construire X ou Y comme cantine. Non, puisque je m'efforce à vous dire ceci, je veux qu'on se comprenne. Et je vous dis, il y a l'inspection médico-scolaire qui a la charge de contrôler la qualité des repas dans les écoles. Nous sommes sur le terrain, ça ne se fait pas. Oui, sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, mais ça ne se fait pas. Non, comment vous dites ça ne se fait pas? C'est-à-dire que c'est minoritaire. Est-ce à dire que l'inspection ne fait pas son travail? C'est ce que vous voulez dire aux téléspectateurs aujourd'hui? Marcel. Ils sont là aux côtés de Bonanjo. Oui, mais il n'existe pas qu'à Douala, madame. Marcel. Non, je dis bien pas. Non, nous sommes dans la ville de Douala. C'est pourquoi je prends l'exemple de Bonanjo. Et je vous dis, chaque rentrée, on ne va pas confier pas seulement pendant les rentrées. Le Cameroun n'est pas que Douala et Yaoundé, docteur. Ne m'étouffez pas. Allez-y. Est-ce que je peux? Allez-y. J'ai peiné à vous suivre. Allez-y, s'il vous plaît. Nous sommes dans la ville de Douala et je veux donner des précisions à tout le monde pour qu'ils comprennent de quoi je parle. Je dis bien dans la ville de Douala, et lorsque je parle de l'IMS, c'est partout. C'est pas seulement à Douala. L'IMS, c'est partout. C'est une branche de la médecine. On a une Celui qui est à Bafoussam. L'IMS, oui, il y a l'IMS à Bafoussam. L'IMS, c'est partout. Mais de quoi parlez-vous? Je veux qu'on se comprenne. Allons doucement. L'IMS, je vous dis bien, c'est partout. L'inspection médico-scolaire, c'est dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et ils ont pour rôle de contrôler la qualité d'alimentation dans les écoles. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte. Et je suis un peu très surprise, Lille. Dans l'un de vos reportages, je vous en prie, vous vous souvenez, à l'école publique de Dorbon, je crois, on avait interdit la vente des sucettes et je sais pas, de tout ce qui est des sucettes de yaourt, tout ce qui va avec. Qui avait instruit cette interdiction. C'est parce que l'IMS a fait un contrôle se rendant compte que la qualité de l'eau ou alors le produit qu'on vendait n'était pas de bonne qualité. Mais il y avait le contexte sanitaire aussi qui s'imposait. En dehors de ce contexte, Lille, je vous dis bien que l'IMS a la charge de faire le tour dans les écoles. Alors, je serais gênée d'apprendre qu'elle ne le fait pas très souvent. Et rassurez-vous, dès que j'arrive au bureau, c'est la première chose que je ferai. Justement, aller voir Dr Edouard pour poser cette question-là. Ça, je vous le dis honnêtement. Deuxième élément, oui. On dit, oui, l'État devrait. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, n'épargnons pas la responsabilité parentale. Parce que pendant que nous parlons même de l'État devrait assurer la cantine dans les établissements scolaires, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants, j'ai pas envie de dire très délicats, où le parent vous dit « mon enfant ne mange pas dehors ». Pourtant, il y a une cantine. Il l'a même payé, si c'est obligatoire dans les structures privées, il l'a payé, mais il vous dit « ne donnez rien à manger à mon enfant ». C'est son droit. C'est son droit le plus absolu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en matière de repas de l'enfant, le parent a tout le choix. Maintenant, comme l'a dit le docteur, c'est la communication que nous devons avoir avec nos enfants. Lui faire comprendre que le plantain, haricot que tu viens manger ce matin, vaut 1000 fois mieux que le hamburger ou le shawarma que tu verras ton camarade avec. Il y a les manières, permettez que je termine. Il y a des manières, il y a des thèmes. C'est ça, c'est comme ça que vous développez en vos enfants l'esprit de convoitise. Au point où ce que vous lui donnez, il estime que c'est insuffisant parce que X est venu.
Imaginez que vous donnez 200 francs de bien à vos enfants et que sa camarade vient à l'école avec 10 000 tous les jours. Ça veut dire que vous lui donnierez aussi 10 000. Ça, c'est non, compris. démontrez-lui que ces 200 francs vous suffisent parce que le matin, tu as mangé ici. Alors, à midi, achète un bout de pain avec un morceau de viande et sa journée est terminée. Marcel, c'est compris. On va faire vraiment le dernier tour de table. Il nous reste moins de 4. Non, il nous reste vraiment... Non, s'il vous plaît. Il nous reste moins de 4 minutes puisqu'on a été pris par l'actualité sur la reine Elisabeth. Malheureusement, actualité oblige. On va faire juste un dernier tour de table, chacun en quelques secondes. Je commence par vous, donc, docteur Marcel. Votre conseil aujourd'hui pour le parent, c'est quoi pour l'alimentation, vraiment en 2 points? Oui, allez-y. D'accord, voilà. Disons que si je puis donner un conseil, le premier d'ailleurs, c'est que chaque parent devrait, à côté de tous les efforts faits pour que l'enfant aille à l'école, s'instruire aussi en tant que parent sur qu'est-ce qui est utile, je vais dire sur le plan nutritionnel pour que l'enfant soit, véritablement pris en charge à ce niveau aussi, parce qu'il y va de sa santé, il y va aussi de son équilibre. Je vais peut-être aussi conclure en disant que la santé est d'abord le fait de l'individu, avant d'être le fait de l'État ou le fait des médecins. C'est d'abord le fait de l'individu. Nous avons la responsabilité, chacun de nous, je précise encore, à faire ce qui est nécessaire pour rester en santé, avant justement que les moyens de l'État viennent accompagner, je précise encore, et c'est très important. C'est compris. Abdourahmane, alors votre souhait pour une alimentation plus saine en milieu scolaire, vraiment en un mot, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Oui, en un mot, je vais déjà dire, je vais pas juste donner un conseil aux parents, je vais également donner mon conseil au pouvoir public. Et je leur dis effectivement que au-delà de la responsabilité de l'État, ou alors ceux qui pensent qui ont lâché leur responsabilité, les parents en l'occurrence doivent prendre leur responsabilité en ne comptant que sur eux-mêmes, qu'ils ont aujourd'hui l'entière responsabilité de leurs enfants et faire ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants soient toujours en bonne santé et que éviter tout ce qu'il peut survenir comme problème alimentaire. Fabrice, l'État devrait s'impliquer? L'État devrait s'impliquer, c'est son rôle régalien. Oui, mais il n'y a pas que l'État. L'État fait déjà beaucoup, ça je l'avoue, l'État fait beaucoup à travers des actions concrètes, ça je le sais aussi. Le rôle de l'alimentation, c'est aussi, comme disait la dame, c'est la responsabilité parentale. Et je voudrais ici dire aux parents de ne pas s'alarmer quand même, ça ne doit pas être une pression sur eux de nourrir absolument l'enfant qui va à l'école avec les restes de nourriture et autres. Donc, chaque parent devrait s'organiser de telle sorte que l'enfant mange suffisamment bien à la maison pour qu'il soit dans les conditions optimales de suivre les cours. Parce qu'un enfant qui n'a pas véritablement bien mangé, je vous assure, va être un facteur gênant pendant sa formation. Il est important de bien se nourrir. Fabrice, merci, on est pris par le temps. Marcel Simon, juste une phrase. Oui, juste une phrase, c'est que courage aux parents et qu'ils sachent que l'alimentation de l'enfant leur incarne en premier chef. D'accord. Parce que c'est chaque parent qui connaît son enfant, c'est chaque parent qui sait comment est constitué, j'ai envie de dire, son enfant, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et qu'il le fasse à la limite de ses moyens parce qu'il y a tout le nécessaire permettant de pouvoir alimenter son enfant. Merci à vous. Donc un effort doit être fait dans tous les sens pour que l'enfant soit mieux alimenté pour un résultat efficace à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Ainsi s'achève donc cette série sur la rentrée scolaire qui a démarré au Cameroun depuis lundi dernier. Et Canal 2 International était au cœur de cette rentrée et qui a donc traité de tous les aspects. On reviendra sur d'autres lorsque l'actualité va s'imposer à nous. Marcel Simon, merci d'être venu. Marcel Thiagué, nutritionniste, merci de votre présence. Abdourahmane Fopura, merci également. Fabrice Hervé Nwanga, enseignant et écrivain qui travaille sur des questions d'éducation au Cameroun avec un magazine éducatif et la promotion et la valorisation de la langue française chez les apprenants via les outils numériques. On va vous inviter sur ce plateau pour évoquer ce projet-là puisque l'année scolaire ne fait que commencer. Mesdames, Messieurs, juste derrière, Alain Ghislain Kanga est là pour le grand format du journal. On reviendra certainement sur le décès de la reine Elisabeth II et on verra avec le service des programmes si on pourra faire une émission pour revenir sur la vie de cette grande dame qui a marqué
marqué l'histoire du Royaume-Uni, mais également le monde. Et le successeur est d'ailleurs évoqué. Les noms sont en train d'arriver au fur et à mesure. On reviendra certainement sur cette actualité-là. Colin Souanchouan, merci pour la réalisation. Cyril Kayak, ça a été un plaisir. Hilaire et toute l'équipe, merci à vous d'avoir suivi le débrief de l'actualité. Demain, on reviendra certainement avec d'autres actualités. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes du Canada International. Bonsoir. Suite sur Canal 2 International.